Se plonger dans une bande dessinée, être absorbé par un roman ou encore faire des recherches dans un livre documentaire. Tout cela ne serait pas possible si l'objet livre, tel que nous connaissons aujourd'hui, n'avait pas été acteur de révolution et témoin des avancées de l'humanité. Connaissez-vous les événements clés de cet objet? Si ce n'est pas le cas, embarquons dans la grande histoire du conteur des petites histoires. Tout d'abord, nous ne pouvons pas parler de l'histoire du livre sans revenir sur une invention qui ancrera les textes. Vous l'aurez deviné, le livre n'existerait pas sans l'invention de l'écriture. En Mésopotamie, l'écriture naît entre 3300 et 3200 avant époque contemporaine. L'écriture se développe sur des tablettes en argile suite à des innovations dans la société. La sédentarisation des populations, l'invention de l'agriculture et la domestication des animaux, la naissance des villes. Le début du commerce arrive alors et l'homme doit pouvoir se souvenir des marchandises échangées. L'écriture est cunéiforme, organisée par des dessins et des signes pour reproduire la pensée de l'homme. À cette époque, elle sert surtout à tenir des comptes, mais une première œuvre littéraire ambitieuse, l'épopée de Gilgamesh, est gravée sur pas moins de 11 tablettes et retrace la vie d'un roi de légende. Ce n'est que près d'un millénaire plus tard, soit vers l'an 2000 avant notre ère, qu'un support plus pratique est développé pour l'écriture, en Égypte, le papyrus. Obtenu grâce à l'assemblage de fines lamelles de tiges de roseau, le papyrus permet de constituer des rouleaux où des scribes écrivent en hiéroglyphes. Le plus long papyrus connu à ce jour, le papyrus Harris, mesure près de 41 mètres et recense des donations dans le culte polythéiste égyptien, ainsi que les règnes de Ramsès III et Setnakht. Si l'écriture se développe, le livre moderne n'est pas encore apparu entre les mains de ceux maniant l'art de la plume. L'utilisation du papyrus résiste durant l'Antiquité pour transmettre des informations et des récits. De nombreuses feuilles de papyrus qui peuvent composer une œuvre sont collées ensemble et finissent par former une bande longue de plusieurs mètres. La bande, ainsi formée, est enroulée autour d'un bâton pour former un volumen, ce qui donnera plus tard le terme volume. C'est une forme de compilation de textes largement utilisée pendant l'Antiquité, et la plus grande bibliothèque de cette époque, à Alexandrie, possède des centaines de milliers de volumina. Mais cette forme d'assemblage de textes ne survit pas dans le temps. Peu pratique à manier, elle sera remplacée à la fin de la période antique par la forme codex. Pour la première fois, les feuilles sont pliées et reliées les unes aux autres, ce qui permet au lecteur d'accéder directement au chapitre. La numérotation des pages, elle, fut instaurée en même temps que cette révolution. Le livre moderne, dont on fait les pages aujourd'hui, est né. Maintenant que l'objet livre est apparu, il faut s'en assurer la diffusion. Seulement, cela implique de faire des copies de texte, et donc des livres. Au 1er siècle du Moyen-Âge, la pratique de l'écriture est en nette régression. Charlemagne lui-même ne s'est signé que d'une simple croix. Ce sont les moines qui sont presque les seuls lecteurs et scripteurs. Ce sont les rares personnes à savoir lire et écrire. Dans les scriptoria, les ateliers d'écriture des monastères, ils produisent des livres manuscrits en les copiant à la main. Ce sont des textes religieux et des œuvres de l'Antiquité qui sont retranscrits sur des parchemins. Plus solide que le papyrus, car réalisé avec la peau d'animaux, le parchemin permettait de présenter des textes finement calligraphiés, enrichis d'images raffinées peintes par les moines, des enluminures. Somptueusement reliés, ces livres coûtent si cher, le traitement de la peau des animaux étant très coûteux, qu'il reste le privilège des collectionneurs fortunés ou de clercs. Après l'an 1000, de plus en plus d'ateliers d'écrivains non religieux apparaissent dans les villes, et les libraires qui les dirigent essaient de réduire le coût de production des livres. Alors, au XIIIe siècle, l'introduction d'une nouvelle avancée venue de l'Orient, précisément de Chine, permet de faire des économies. En effet, les Chinois ont inventé le papier en réduisant en bouillie de vieux chiffons. Le parchemin, très cher, est remplacé par le papier, plus accessible en termes de prix. Une première technique d'impression arrive avec l'innovation permise par le papier, la xylographie, une technique de gravure sur bois utilisée depuis le 8e siècle en Chine, permettant d'imprimer surtout des images. Elle fait son apparition vers le 14e siècle en Europe. C'est en s'inspirant de l'invention des Chinois, et avec de multiples expérimentations, que le premier livre à être entièrement imprimé sort de l'atelier de l'allemand Johannes Gutenberg en 1454. Étant donné le contexte européen de l'époque, c'est une copie de la Bible qui sort des machines de l'inventeur. Ainsi, plus besoin d'écrire à la main et de recourir à des copistes ou à des scripteurs. Le gain de temps est phénoménal avec l'imprimerie de Gutenberg,
Il suffit de placer des caractères mobiles en métal pour rédiger des lignes. C'est la toute première machine de ce type. Grâce à cette révolution dans la production des écrits et des livres, d'autres ouvrages paraissent. Il reste tout de même assez long à produire car les machines ne sont pas automatisées. À titre d'exemple, le plus gros best-seller de l'époque, la Chronique de Nuremberg, n'est tiré qu'à 1800 exemplaires. Pourtant, on estime qu'avant l'an 1500, c'est 15 à 20 millions de livres qui seront imprimés avec plus des 3/4 d'entre eux en latin. L'imprimerie de Gutenberg sera utilisée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec quelques améliorations. Mais quand la demande du public en livres et en journaux augmente subitement, les inventeurs doivent repenser la technique de l'impression. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, des progrès arrivent dans l'imprimerie de livres. L'invention des machines à fabriquer le papier en continu et les presses rotatives augmentent la productivité des livres imprimés. L'imprimerie devient alors une usine où des gigantesques rouleaux encrent des dizaines de feuilles à la minute. Par exemple, dès 1914, 4 journaux parisiens peuvent tirer plus d'1 million d'exemplaires par jour. Malgré ces avancées technologiques modernes, l'écriture manuelle résiste longtemps. Au XXe siècle, on n'aura jamais autant écrit à la main comparé aux époques précédentes. Toutefois, au tournant du XXIe siècle, l'usage de l'écriture traditionnelle finit par régresser. Si autrefois l'homme utilisait des tablettes d'argile pour noter ses écrits afin de les consulter a posteriori, ce sont les équipements informatiques qui ont pris le relais. Effectivement, qu'ils soient manuscrits ou imprimés, le texte sur papier perd le monopole face à des écritures immatérielles sur écran d'ordinateur, de tablette ou de smartphone. C'est le premier livre numérique, créé en 1971, qui a ouvert le chemin de ce nouveau mode d'édition. Ces dernières décennies, un engouement autour d'une nouvelle forme de la lecture a conquis le public. On passe d'une consultation d'un ouvrage de la vue à l'ouïe. Au Japon et aux USA notamment, le livre numérique sous toutes ses formes représente environ 10% du marché du livre. L'arrivée de nouveaux moyens d'écrire et de lire bouleverse l'offre des ouvrages proposés au public. Aussi, le rapport à l'objet livre tel qu'on le connaît depuis plus de 500 ans change drastiquement avec ces canaux de diffusion technologique. Et vous ? Que présagez-vous des nouvelles formes de lecture et d'écriture dans 10, 100 ou 1000 ans ? Pensez-vous que d'autres avancées seront possibles ?